C'est le retour de mes meilleures années. Gilles est un artiste aujourd'hui dans les studios de la radio. N'ayons pas peur des mots. Bonjour Philippe, non, on n'a peur de rien ici sur l'Or FM. Cette semaine, on va découvrir une nouvelle fois un univers différent. On essaye chaque semaine de rencontrer des gens qui ont des choses nouvelles à nous apprendre et à nous faire découvrir. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir David Julliard. David, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Philippe, j'ai oublié le prénom, je suis désolé. Bonjour Roger. Bienvenue dans Mes meilleures années. C'est une émission qui parle un peu de la personne, qui parle d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Et David, je suis tombé sur vous un peu par hasard sur les réseaux sociaux. J'ai vu des magnifiques fresques et j'avais envie de vous connaître. Alors, vous m'avez dit, votre métier, c'est artiste plasticien. Alors, c'est artiste peintre. Bon, plasticien, c'est un terme générique. Ça permet de placer, c'est un fourre-tout. On place tout dedans. Voilà. Alors, c'est artiste, sculpteur, graphiste, illustrateur. Et quand bien même, si j'ai envie de faire du graphe, je fais du graphe. Voilà, c'est tout ce qui a une démarche artistique, au moins visuelle. C'est-à-dire qu'on essaye d'appliquer ça. Notre spécialité, c'est essayer d'appliquer ça au commerce. C'est-à-dire que pour que ça soit vendable, on essaye de faire des fresques, on essaye d'embellir le lieu. On en avait déjà parlé auparavant. Donner une identité. Voilà. Un mot magique, c'est le petit supplément d'âme. Ouais. Je le vends comme ça, c'est-à-dire que maintenant, tu vois les commerces, le niveau des commerces, il est excellent. La tendance est élégante, sobre, mais il manque toujours un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, enfin Olivier et moi, Olivier c'est mon associé, on en avait parlé aussi, Olivier Grand, on apporte ce petit supplément d'âme qui fait qu'un commerce peut avoir son identité propre. Alors, que ça soit une fresque, que ça soit une sculpture, on trouve toujours un objet ou une couleur ou un graphisme qui peut correspondre. Alors j'ai deux questions qui me viennent. La première, c'est est-ce qu'on n'est pas dans le cliché des moments quand on voit une pizzeria où on voit une pizza cuite au bois sur le mur? On n'est pas un peu dans le cliché? Alors pour le coup, je fais... Non, mais je dis ça pour être un peu aussi dans le cliché. Non, mais c'est bien. Alors c'est vrai que la fresque, quand tu dis fresque dans un commerce, c'est vrai que ça peut être péjoratif. Ça fait un peu la fresque un peu cucu. Vous couperez. Fresque un peu, comment dire, un peu niaise, voilà. La fresque un peu niaise. Mais on peut très bien parler du sujet culinaire, de la façon de cuisiner, des éléments de cuisine, tout en ayant une patte et un graphisme ultra moderne. C'est-à-dire qu'on évite les représentations, niaises, quoi. Alors, je vous invite à aller voir sur Facebook, parce que je m'avance un peu. Mais... Je vais rester dans l'humour comme toujours. Si on est dans une pizzeria, ça peut être un bolognaise aussi. Il est où ? On parlait de niaise. Ah, excuse-moi, j'ai pas capté. Non, c'était pour détendre l'atmosphère. Ah, d'accord. La deuxième question qui me vient, c'est on est dans un commerce, on fait une fresque, mais on pourrait aussi coller une photo. Donc quel est justement ce supplément d'âme quand on fait une fresque? Il y a peut-être plus quelque chose de personnel, de personnalisable. Je vais pas dire de conneries sur la photo parce qu'il y a un photographe dans le studio qui est en train de nous prendre en plus. Donc j'adore la photo. Alors. Comment dire, je mâche mes mots parce que il ne faudrait pas que le photographe le prenne mal. C'est-à-dire que la photo est accessible, la photo très bien faite est accessible que ceux qui maîtrisent ça. Mais tout le monde peut faire de la photo. Et la photo est plus accessible que le savoir-faire de faire une fresque. Ah oui, là c'est sûr qu'il y a déjà moins de monde dans les catalogues. C'est un peu plus pointu. Et c'est la même façon quand on veut faire, par exemple dans un commerce de bouche, quand on veut faire ressortir en cuisine un savoir-faire, un côté fait maison, comme c'est un logo, enfin tu vois, une manière de faire, où chacun fait ses produits. Et on peut pas poser ce côté fait maison dans un côté où on aurait tiré en 4x3 des grandes impressions numérique. Tout à fait. Le savoir-faire se retrouve dans l'assiette et se retrouve aussi sur les murs. Donc quand tu vas... C'est peut-être un peu ce côté artisanat même. Voilà. Tu as cherché un mot, tu l'as trouvé. Voilà, mais parce que je l'avais noté tout à l'heure. Ah d'accord. Moi j'ai rien noté. Moi je note des mots et j'essaie de les placer. Voilà, ce côté, on recherche ce côté fait main et c'est pas noté, mais c'est plus un ressenti quand tu rentres dans un lieu où tu es en immersion totale. Au lieu de tomber sur des photos, tu tombes sur une fresque fait à la main. Automatiquement, tu vas te dire, bon, les gars, ils ont passé du temps et il y a un savoir-faire. Et ce savoir-faire, instinctivement, tu vas le retranscrire dans l'assiette ou tu vas le retranscrire sur le propriétaire du lieu, quoi. Juste avant de revenir à votre parcours, une question qui me vient aussi, c'est le client qui vous dit « je veux ça » ou c'est vous qui lui apportez des idées? Les deux.
Les Ouais. deux, il y a. C'est un échange. Ouais, c'est l'accompagnement. Enfin, l'accompagnement, il y en a qui sont perdus. Ouais. Quand le gars il va dans le mur, bah, on lui dit gentiment avec des mots commercialement sympathiques. On n'impose rien, mais on sait où amener la plupart du temps les clients dans la bonne direction. Voilà. Donc, quand ils se trompent, et ça arrive de temps en temps, il y en a qui ont, enfin, j'espère qu'ils m'écoutent pas ceux-là, hein, mais il y en a qui n'ont pas de goût. Hein. Vous avez des noms? Oui, mais je les ai oubliés. Non, ce qu'on retrouve souvent chez les clients, ils ont du goût, c'est pas le problème, mais comme c'est souvent l'ouverture d'un commerce, ils sont en train de faire 1000 choses à la fois et super dispersés. Ouais, puis il y a peut-être une question de budget aussi, non? Oui, mais le budget... Ils vous disent, ah bah ça va tu coûter sais, trop cher, on le fait Gilles, pas. ici on est à Saint-Étienne, Ouais. et s'il y a une chose qu'on sait faire à Saint-Étienne, c'est s'adapter aux bourses. Ouais. Donc question budget, si on avait des budgets extraordinairement élevés, bah, ça passerait pas. Ici on est aussi bien penché sur du petit jeune qui débute, le premier petit jeune qui a son burger, qui veut être, ou son tacos, ou le petit restaurant tradi qui monte. Ça on sait faire aussi, on sait faire. Il y a plusieurs packages qu'on propose. Là, on est en train de parler de commerce. Est-ce qu'il est arrivé déjà qu'on vous dit, je voudrais telle chose ou telle autre, et que vous disent, ah bah ça non, techniquement, on peut pas le réaliser? Ça m'est arrivé de dire non esthétiquement. Ouais. Ensuite, il y avait des choses que j'ai refusé de faire parce que c'était... comment dire, au-delà de mauvais goût, c'est-à-dire que c'était tendancieux et ça, voilà, je ne meurs pas de faim et je suis capable de dire non à quelque chose qui me déplaît. Alors, je suis professionnel, je fais des choses qui me plaisent moyennement quand même. Tu vois, par exemple, je vais faire une fresque à Lyon. Et Dieu sait si je suis stéphanois, j'ai fait la fresque de Juninho. Bon, ça m'a fait mal au cœur. Hein. Mais j'ai fait une fresque de Juninho et de l'OL, tu vois. Mais si c'était à Lyon, il y a un peu l'imagerie Pinocchio, ce que vous avez rajouté un grand nez. Non. J'ai caché des panthères et des étoiles pour de vrai. Hein. Et je l'ai dit aux clients, mais une fois que j'étais parti, j'ai caché des petites panthères de la SS et des petites étoiles de la SS. Bon, généralement, quand je travaille à Lyon, il y a toujours un petit morceau de verre, il y a toujours une petite connotation. Bon. Ça s'appelle de la provocation, non? Non, c'est pas de la provocation. Je m'entends bien avec mes clients. Bon, on a plein de choses à dire, mais je voulais quand même qu'on revienne un peu sur la personne. On a dit David Julliard, le grand public, j'allais dire, les auditeurs de Loire FM, forcément, ne savent pas qui est David Julliard. Peut-être ils me connaissent le nom de... Alors, Stylo Style, peut-être. Stylo Style. Qu'est-ce que j'allais vous demander? Quel est un peu votre parcours? Déjà, vous êtes né à Saint-Étienne? Montbrison. Déjà, c'est déjà pas 100%. Hein. Ouais. Mais bon, attends, je t'explique. Montbrison. Après, j'ai habité Saint-Marcelin. Ouais. Et puis, je suis venu à Saint-Étienne la première année, ça devait être 1990, tu vois. Et j'ai fait tout mon parcours. Ah non, je dis n'importe quoi. Puisque j'étais à Saint-Paul, ça devait être 86, 87. Il y a quand même quelques années. Le temps passe. Hein. Voilà. Le parcours, bon, bac A3. Ça te parle? A3, c'est un format, littéraire, artistique à Saint-Michel. Ouais. Voilà. Et déjà, la ZUP Saint-Michel. Déjà, la passion du dessin, c'est devenu depuis tout petit. Voilà. Mes parents m'ont payé les cours et le dessin a toujours été un refuge. Ouais, un refuge. Voilà, quand vous étiez petit, vous preniez les crayons et ça y est, vous faisiez déjà des paysages. Bah, quand on est petit, tout le monde se trouve un peu niais. Bah, moi, j'étais un peu niais. Pas spécialement bon quelque part, moyen dans tout, sauf le dessin. Ouais. Et le dessin, puisqu'on m'a poussé dans cette direction et que j'ai toujours bien aimé. Mon père aussi avait ce côté-là artistique. Ouais. Lui, il a toujours voulu faire les beaux-arts, mais puisqu'à l'époque, tu devais être à 14 ans au champ pour travailler, ou à 14 ans à l'usine, et il n'a pas eu l'occasion de le... Au champ, c'est... Au champ. Ouais. Donc voilà, après, j'ai fait art plastique. Je sais pas si ça te dit, c'est le système universitaire. Ouais, c'est des arts et du plastique. Voilà, tu travailles dans le plastique. Bon, tu fais art plastique. 2 licence maîtrise et puis 2 années de CAPES. Alors, j'ai eu ma licence. J'ai brillamment loupé ma maîtrise. Ouais, ce qui est déjà pas mal. Et j'ai aussi brillamment loupé mon CAPES une fois. Et puis, pour finir en beauté, j'ai loupé une 2e fois le CAPES. Et toutes ces études, normalement, ça vous amène à quel métier? Rien. Donc j'ai bien fait de pas en faire. Non.
Je rectifie. C'est une forme d'entonnoir. C'est-à-dire que plus tu évolues, plus ça te guide vers le professorat. C'est-à-dire que en art plastique, tu ressors avec un master ou une maîtrise d'art plastique, et c'est un accomplissement de soi-même. Mais c'est très pédagogique. C'est-à-dire que tu peux enseigner. Voilà. Tu peux enseigner au collège, au lycée, une fois que tu as passé ton CAPES. Ouais, mais vous êtes dans l'abstrait finalement là. Bah, disons que t'es pas dans l'exploitation de ce que tu sais faire. Artistiquement, t'es dans la transmission du savoir. Voilà. Et art plastique, plus j'évoluais dans les années, moins je me sentais à ma place. Donc, que j'ai tout loupé, je me remercie moi-même de rien avoir foutu les dernières années. Si je pouvais dire pareil. Non, mais finalement, tu sais, une porte qui se ferme, là, en l'occurrence plusieurs, c'était... Bénéfique. Moi, je vois ça comme une chance. Et alors, je sais que vous êtes un grand aventurier aussi, parce on s'est rencontrés avant pour préparer l'émission, parce qu'on dirait pas, hein, mais pour faire une émission, on la prépare un petit peu. Vous êtes parti dans les îles, si j'ai bien compris, le début de l'histoire. Ouais, après les études, tu sais, alors, à mon époque, on faisait encore le service militaire. Ah ben, la mienne aussi. Hein. Ouais, je crois que j'étais la dernière, la dernière ou l'avant-dernière année. Je sais plus en quelle année ça s'est arrêté. C'est sous Chirac. 96, 97, un truc comme ça, ouais. Ouais. Donc j'ai été incorporé à Belfort, et puis je sais pas pourquoi Belfort, c'est aux antipodes c'est à l'opposé de. On était presque à côté. Moi j'étais à Lure, moi. Lure. Entre Belfort et Vesoul. Ouais. Moi c'était plus vieux. Non, mais il y avait encore les 12 mois. Même. Géographiquement, j'ai effacé ça de ma mémoire. Je peux plus te le situer. D'accord. Je sais pas, il y a une zone où j'ai amputé ça de la carte de France. C'est pas des très bons souvenirs. Vous voulez que je vous raconte une petite anecdote? On est entre nous et on parle de l'armée. Souvent, on nous voit arriver, on nous dit tiens, il débarque à Saint-Étienne. Philippe, je le connais depuis de nombreuses années. Et moi, j'étais à l'armée à Gap en 87-88. Et le dimanche soir, avec tout un réseau d'animateurs de la radio, on allait boire un coup, si mes souvenirs sont bons, au 12-12, au midi-minuit. Et puis mon train, il était à minuit ou minuit et demi, je crois, à Château-Creux. Et jusqu'à minuit et demi, on refaisait le monde sur le quai de la gare à Château-Creux avec notamment Philippe. Vous voyez comme la vie est amusante, c'est que 30 ans après, on se retrouve à faire de la radio encore une fois. Alors j'ai fait que les classes. Ah ouais. Tu vois, ça a été court. 2 mois, c'est rapide alors. Ah non, Même pas. 1 mois à mon époque. Pistonné. Pas pistonné. J'avais une jambe en fer, et d'abord, je sais même pas pourquoi j'étais incorporé. Ah ouais. Et puis après, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une demi-connerie, donc ils m'ont renvoyé. Ah bah oui. Ils m'ont renvoyé. J'allais pas dire non, j'avais pas lutté pour leur dire non, je vais faire l'armée. Et puis 2 semaines après, avec ma copine, on est parti en Guadeloupe. Ouais. Et puis là-bas, je lui ai dit. Pourquoi la Guadeloupe? Elle avait sa sœur là-bas. Ah d'accord. C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Et puis là-bas, j'ai dit moi je reste. c'est pas plus compliqué. Elle est rentrée, je suis resté. Et je suis resté quelques mois, j'ai appelé des copains, et puis après là-bas tu fais dans le milieu de la plage, tu te promènes, tu fais un petit peu tous les boulots, tu vends des beignets, tu vends des boissons, tu travailles dans une carrosserie. Voilà, c'était au sortir des études, sans être encore sans avoir la volonté absolue de devenir artiste peintre. Je me suis un peu laissé porter, je me suis fait ma propre expérience. De la vie. Mais ça, c'était un super moment, quoi. Et donc, ça arrivait comment alors de faire des dessins sur les bateaux, sur les rebords de riches propriétaires? Là-bas, la première année, j'avais amené... je faisais de l'aérographe, déjà, tu sais. Bah non, moi, je suis un peu inculte en tout ce qui est... L'aérographe, c'est une sorte de petit pistolet miniature, c'est pour peindre sur les motos. D'accord. Voilà. Donc je peignais déjà les motos quand j'étais à la fac, et je l'avais amené en Guadeloupe, et au milieu de la vente de 2 beignets et de 3 boissons et 4 fêtes plutôt, j'ai peint une moto, une Harley, et cette Harley, elle a été publiée dans la revue Freeway, je crois, tu vois, dans les années 96-97, et il se trouve que Harley Guadeloupe a vu ça. Et ils se sont dit, ce type-là... il a de l'or dans les mains. Ouais, disons de l'argent, allez, du bronze. Du bronze. Du bronze, ils ont dit, tiens, on va réunir toutes les motos de toutes les Harley, et au bout de 5-6 Harley, on l'appelle. Ce qui fait que régulièrement, 2 fois par an, je montais en Guadeloupe peindre un paquet de 6-7 motos, quoi. Ils me trouvaient un atelier. J'avais une Harley de fonction, puisque fallait que j'ai un véhicule de fonction. Bon, j'avais choisi Harley.
c'était... Motobeka n'était pas libre. Voilà, non, bah, quitte à choisir, tu sais, t'as quel âge? T'as 25 ans, 26 ans, on te propose une Harley, tu te dis, bon, si on me l'impose, je prends. Ouais, je vais faire un effort. Sympathie, je roulais comme eux. Donc on faisait ça, et puis une à deux fois par an, je montais, et puis après, on m'a proposé des voitures. Tu sais, c'est très haut en couleur là-bas, les Antilles. Ah, je connais pas du tout. Donc c'est super haut en couleur, et puis c'est ultra démonstratif. Ouais. Après, on m'a proposé un offshore, tu vois, c'est un speedboat, c'est un bateau cigarette. Pour des clients qui ont des problèmes d'argent, t'as bien compris. Et puis j'en ai fait 1, 2, 3, puis après ça a été Saint-Martin, après ça a été Roa-Walloop, après Saint-Martin, après Phuket en Thaïlande. Voilà, c'est une sorte de... Donc c'était plaisir, c'était cumuler le travail et le plaisir. Voilà. C'est le pied, quoi. Parce que tu reviens avec pas plus d'argent, mais tu reviens avec des souvenirs. Oui, et puis 20 ans après, on en parle encore. Hein. Ouais, et puis peut-être une petite réputation quand même. Oui. Mais après, pendant que tu bosses là-bas, ici, ça s'arrête. Ouais. Donc, tu perds un petit peu d'une continuité, mais par contre, ça te fait un bol d'air extraordinaire. Voilà. Donc, généralement, les Antilles, c'était minimum une fois ou deux par an. Et donc vous étiez parti vous installer en Guadeloupe et vous êtes après revenu à Saint-Étienne, ça s'est Oui, je naviguais entre Saint-Étienne et la Guadeloupe. Ouais, vous faisiez des allers-retours. Oui, j'avais monté un atelier. Alors mon premier atelier était à Bonson dans la Plaine. Très vite, je suis venu à Saint-Étienne, vers la salle Jeanne d'Arc, c'est la rue Jean-Claude Tissot, je crois, c'est ça. Ouais. J'avais un petit atelier là-bas. Et puis voilà, je naviguais à droite. Et donc là, comment ça se passe? On monte son atelier et là, comment on va démarcher les clients? Tu parles au départ, oui, ou de Saint-Étienne? Des boulots de métro à Saint-Étienne. Ouais. Eh bien alors, il s'est passé un truc. Alors, je faisais beaucoup de motos, beaucoup de casques pour les pilotes de course et pilotes de freestyle. Et puis un jour, j'ai fait un commerce où j'ai rencontré le gars, comme je t'ai rencontré un petit peu par hasard. Et le mec, il m'a dit, David, je te fais confiance. Et ce gars, c'était le mec qui avait fait la brasserie 5, tu sais. Alors, le père Monteux qui avait des bazarins. Je comprends pas, Philippe. Il parlait avec les non, je disais la brasserie le 5 à Saint-Génér. Non, Andrézieux. Oui. Alors, c'était en 1999, tu vois, il y a déjà un petit moment. Siècle dernier. Le siècle dernier. Et le gars, il me connaissait pas, mais il me sentait bien. Donc il m'a laissé faire tout son décor. Ouais. Le pauvre, après, il est décédé 6 mois après. C'est magnifique en plus cet endroit-là. Hein. Eh ben, alors, donc toutes les fraises qui sont sur les murs 5, c'est toi? Non, je tiens à dire un truc, le 5 a été rénové en janvier. Ouais. Et c'est pas toi. Et mon seul commentaire, c'est no comment. Non, c'était moi avant. Donc la première commande, c'est le 5 à... Voilà, donc, et tout ça, ça a débloqué... Donc on leur a fait plein de pubs, donc j'espère que la prochaine fois que j'irai manger, ils m'offriront une part de tu sais quoi, pour les pubs, je vais te faire la liste des endroits, alors le 5 on le garde, hein, mais je vais te faire la liste des endroits que j'ai fait, et je te mettrai des bonnes tables, des tables correctes. Ça tombe bien, je fais un régime depuis 20 ans, qui marche pas. On va faire une petite pause musicale, la première, et puis on reviendra après dans ce parcours qui a l'air d'être passionnant. La première chanson, David, que vous avez choisie, c'est Dire Straits. Alors j'ai envie de vous dire, on continue le voyage finalement. Alors, oui. Money for Nothing, c'est du voyage quand même. Dire Straits, ça nous fait rêver, ça nous emmène loin. C'est une musique qui m'accompagne depuis mon adolescence. Donc, allez, on écoute Dire Straits. Je crois bien que je l'ai bien prononcé, Dire Straits, et on revient juste après pour la seconde partie de mes meilleures années avec David Julliard aujourd'hui. Et le titre? Money for Nothing. Yes. Very well. BCC Rock. Vous voulez du rock? Écoutez le Big Cactus Classic Rock Radio Show. BCC Rock va vous replonger dans l'ambiance du classic rock des années 70 et de rock FM des années 80 et 90. Le tout mixé avec toutes les dernières nouveautés de la scène AOR, Melodic Rock et Classic Rock Revival, souvent à découvrir en avant-première. Retrouvez le BCC Rock Radio Show ici même sur Set Radio. BCC Rock. Sur leur FM 100.9 le jeudi à 21h et en rediff. The Big Cactus Classic Rock Radio Show, une émission présentée par Johnny the Piedad.
BCC Rock. Oh yes, and the retour of the emission of Saint-Étienne of mes meilleures années. Retour dans la deuxième partie de cette émission. Alors il y avait un intérêt super intéressant aussi de recevoir David Julliard. C'est quelqu'un qui rencontre par son métier beaucoup de commerces stéphanois et qui a une vision totalement différente de ces clichés qu'on a un peu. Encore une fois, Bossaigne, on dit à Saint-Étienne tout ferme, il n'y a plus rien, c'est la catastrophe. Et puis lui, il m'a donné un langage complètement différent et il m'a donné beaucoup d'espoir. Alors j'avais envie d'entendre aussi ce discours, ce dynamisme finalement qui renaît à Saint-Étienne. Ça ne concerne que mon point de vue. Ah mais j'ai voilà. bien dit David Julliard, j'ai Alors, pas dit. Moi, c'est pas une vérité que je vais dire, c'est plus un ressenti. Tout à fait. Et ça m'a beaucoup plu, donc c'est pour ça que je voulais qu'on y revienne. Pour donner un exemple, quand on a fait tous les 2 ans, on fait le commerce concours du design. Il y a 4 ans, on devait être je sais pas, on devait être... allez, je vais dire une connerie. Hein. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais on devait être le but, c'est 20... de pas en dire plus que moi des conneries, parce que normalement, c'est moi qui ai l'exclusivité. J'apporte une certaine compétition. On va dire qu'il y a 4 ans, on devait être 20-25 commerces à prétendre à des prix. Et l'année dernière, on devait être au moins... et encore, ça ne se limite qu'à Saint-Étienne, on devait être au moins 45-50. Oui, mais on s'était croisés, c'était à la Cité du Design. Oui, c'est ça, ouais, voilà. Exact. Donc alors, c'est un prix qu'a organisé la ville pour mettre en avant les commerces qui font l'effort, toutes bourses confondues, hein, qui font l'effort de cibler le design, voilà. Enfin, je connais pas les modalités même du concours. Quelqu'un de la mairie en parlerait sûrement mieux que moi. Voilà, c'est juste pour te dire que le nombre déjà a augmenté et le niveau et les investissements personnels et financiers des clients, il a aussi augmenté. C'est-à-dire que il y a des choses que je retrouve à Saint-Étienne. Par exemple, je retrouve certaines terrasses. Alors, les commerçants qui n'ont pas eu l'autorisation de terrasse vont m'en vouloir, mais j'ai l'impression que maintenant, on nous emmerde moins, enfin, on les emmerde moins, les commerçants, pour qu'ils puissent ouvrir leur terrasse. On leur donne plus facilement la possibilité de pouvoir étaler une terrasse sur le trottoir. Enfin, nous, les artisans ou les artistes, quand on pose un camion devant un chantier, c'est pas comme à Lyon ou comme dans d'autres villes, on nous réprimande, hein. Enfin, on nous tire les oreilles qu'on est mal garé, on va bien se garer, mais il y a une forme de proximité et de compréhension où on nous dit, bon les gars, faites un petit effort, quoi. Voilà, c'est pas... Il y a un dialogue. Voilà, un dialogue. Alors, merci les municipaux stéphanois. Je sais pas si tu l'as déjà invité, mais... Si, on a eu presque tout le monde à Saint-Étienne. Enfin, voilà, la police... Enfin, pour parler de la police, on a même eu le patron de la police. Je crois pas qu'il parle des élus, là. Il parle des... Non, je parle je parle des employés. Et quand ils voient... Alors, parce que mon camion est jaune-orange, donc il est connaissable. Et puis, enfin, voilà, quand on est mal garé, puisqu'on ne... Saint-Étienne, tu sais que c'est quand même galère pour circuler et pour se garer. Il y aura peut-être un effort à faire là-dessus, mais j'ai aucune solution. Je dis rien, je me suis fait engueuler par le maire. Ah ouais, faut que du positif. Bon, alors que du positif. Non, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un turnover, il y a un regain. Par exemple, la Place Neuve, là, j'ai refait pas mal de commerces. Avec VV, on a refait le Pika. Maintenant, enfin, il était déjà joli, mais il l'est encore plus. L'ancien Osmo, c'est devenu l'Union Jack, c'est une sorte de pub anglais assez dynamique. J'avais refait le Saint-Patrick. Enfin, le Saint-Patrick, c'est une institution, hein, ça envoie, quoi. Tu vois, le pur centre, ça marche, quoi. Chez Marinette, ça te dit quelque chose? C'est une sorte de petit pub, un petit salon de thé, pas un pub, un salon de thé. C'est très à la mode, les salons de thé, j'ai remarqué en ce moment. Salon de thé, coffee shop, voilà, coffee shop. Et tu sais, c'est pas des grandes enseignes. Chez Marinette, c'est en plus un truc où il y a des petits trucs à manger hyper tout fait sur place. Voilà, c'est ça que je te parle, la qualité du produit. Il faut. Alors, c'est à quel endroit? Tant qu'on y est, on va faire un peu de pub. C'est à quel endroit? Alors, c'est la rue José Frappa, je crois, celle-là. C'est la petite rue José Frappa. Parce que moi, je suis allé récemment goûter les donuts chez le fils de l'ancien maire. Ah, il a un super produit. Il a une super approche et un super produit. Et quand tu discutes avec lui, il a un super discours. Voilà, j'espère que ça va vraiment marcher parce que c'est un bon gars et il s'est donné les moyens de faire du très bon produit. Donc, et j'ai l'impression que cette petite rue des Martyrs, la rue José Frappa, tu sais, ce petit centre, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la rue Michelet? C'est la rue Michelet, elle est derrière. Ouais. Bah, tu vois, moi, j'interviens souvent là.
Ce que je vois, c'est que... Donc, je vais te tutoyer. Tu vois des gens qui sont dynamiques et qui Oui. ont envie de relancer le truc. Il y a des nouveaux arrivants. Il y a par exemple l'ancienne Bigounen qui était devenu italien. Ça devient maintenant le Texan. Ça ouvre dans 15 jours. C'est un restaurant à viande, Brasero, à côté de chez Marinette. Tu vois. On a aussi noté une tendance, je ne sais pas si je me trompe, mais beaucoup d'anciens Stéphanois qui ont été faire leur vie un peu ailleurs Ah oui. et puis qui ont envie de revenir dans leur ville et de s'établir et de monter quelque chose. Ouais, Captain Donut, c'est ça, tu vois. Donc c'est un peu la tendance. Donc. Des gens qui choisissent Saint-Étienne, ouais. Ouais. Et après, quels sont les retours? Parce que c'est bien beau d'avoir un projet, d'ouvrir. Quelle est ensuite la suite? Si tu es sérieux, que ton produit est bon et que tu t'y tiens, à Saint-Étienne, ça marche. c'est pas tonitruant. Tu sais, quand il y a Lolo de la raclette là, qui avait repris le Zoubar il était fermé dans un endroit où le Royal était démonté, finalement dans un endroit à chantier. Lolo et Henri, les deux patrons, ils ont réussi à faire un super lieu. C'est un lieu extraordinaire de la fête. Hein. Quand comment il s'appelle quand il a fait le Bobard, Narnia, c'est ça? Darnia, Darnia, celui qui avait le décadé, là, les deux cajots. C'était le premier à se réinstaller dans la rue, la petite rue Léon Notin. Voilà, Léon Notin. Et il a dynamisé la rue. Du coup, après, on a fait le barbershop, on a fait pas mal de commerces, tu vois, dans le coin, tu vois. Donc, on est de votre point de vue, hein, on est dans un renouveau, un redynamisme du centre-ville. Ou alors, je vais peut-être préciser, pas dans le centre-ville, mais à des points précis. Oui, alors voilà. On a un peu l'impression, moi je suis à l'extérieur, quand on monte à Saint-Étienne, je ne sais pas si on dit on monte ou on descend, parce que là aussi on a des polémiques. On a l'impression qu'il y a deux lieux de vie à Saint-Étienne, c'est la rue des Martyrs et la place Jean Jaurès. Oui. Et tout le reste, on a l'impression que c'est un peu ville morte. Château-Creux. Ça commence à prendre un peu... Je grossis un peu le trait pour la Alors, Saint-Étienne, c'est extraordinaire. Dans une rue, c'est l'animation, et la rue d'à côté, c'est la galère, c'est vrai. Il y a des lieux à Saint-Étienne qui sont pas... qui invitent pas à venir. Non, mais de toute façon, on remarque toujours ce qui est négatif et jamais ce qui est positif. Voilà, tu sais, dans d'autres villes, les autres villes, c'est pareil. Ah, mais je sais, les autres villes, t'as pas forcément l'image négative. Alors, c'est vrai que Saint-Étienne, on a l'image de Saint-Étienne qui est en train de faire sa reconversion des mines de Main du France. On a toujours cette image, ça date un peu. Oui, mais ça traîne, tu sais. Tu as toujours l'impression qu'on sait pas où se reconvertir, alors que artistiquement, on a le design. Je trouve qu'on est bien. Et puis à Saint-Étienne, tu peux tout faire. Et de toute façon, quand on est dans le négatif aussi, est-ce qu'il y a une recette miracle? Parce que si on voyage un peu, on se voit que la problématique, elle revient dans toutes les villes. Ouais. On a des magasins qui ferment. Et puis on a finalement, qu'est-ce qui reste dans les villes? C'est des grandes marques. Des grandes enseignes, ouais. Alors, si tu voyages un peu, tu as des endroits extraordinaires. Mais tu as des endroits moins extraordinaires, des endroits normaux. Et Saint-Étienne, moi je trouve que c'est chouette. C'est une ville belle. Et à taille humaine, comme on dit. À taille humaine, ouais. À Saint-Étienne, tu es dans le centre-ville. Si finalement... tu vas dans la campagne, en 20 minutes, tu es dans la campagne. Et puis on se rend vite compte qu'à Saint-Étienne, dès qu'on dit quelque chose, on connaît tout le monde. Oui, on connaît, t'as vu, on connaît plein de gens en commun, quoi, finalement. Ouais, on sait toujours tout ce qui se passe. Voilà, donc moi, j'ai un discours positif sur Saint-Étienne. Mais on a aussi un discours positif, mais je pense aussi, c'est l'amplification des réseaux qui fait que quand quelqu'un dit quelque chose de négatif, c'est repris. Pour revenir à la comparaison, on a parlé tout à l'heure de travail sur Lyon. Quand on travaille sur Lyon et qu'on est de Saint-Étienne et qu'on travaille sur Saint-Étienne, est-ce que c'est deux façons de penser complètement différentes au niveau des commerces, encore une fois, hein? Non, les commerces peuvent se ressemblent, quoi. C'est les personnes. En ce moment, il y a un axe principal dans le commerce, c'est très industriel, très épuré, où volontairement, tu as des très vieux matériaux mélangés avec d'autres très modernes. Donc, que ça soit Saint-Étienne n'est pas en retard d'un point de vue déco, hein, et d'un point de vue artistique. Donc, Saint-Étienne, Lyon, c'est le même combat. C'est les budgets qui arrivent à changer. Ouais. Ouais, il y a un 0 de plus, 2 0 de plus? Non. Il y a un petit ticket en plus. Il y a peut-être... En étant de Saint-Étienne, et c'est complètement subjectif, hein, j'ai l'impression que les gens sont plus sympas. Ouais. C'est qu'une impression. Mais les Lyonnais sont très très sympas aussi. Hein. On a pas mal de clients à Lyon et dans les environs, quoi. Et il y a d'autres villes aussi qui font appel à vous? On travaille beaucoup à Berville, Savoie, Beaufort. On a un très gros client, c'est le Beaufort, le fromage, tu sais, la coopérative. Donc, on est servi en fromage.
On travaille pas mal pour eux. Ouais. Et ces gens-là, ils vous ont connu, c'est-à-dire qu'ils sont venus vous voir ou c'est vous qui avez été les démarcher? Comment ça s'est passé dans Mon associé Olivier Grand, Ouais. donc lui qui est archi d'intérieur, s'occupe de la démarche commerciale, donc c'est quelque chose que lui fait, s'occupe de la conception totale du commerce, donc il est capable de faire un chantier de A à Z, et moi je n'interviens que sur la partie artistique. Voilà. Pour ce qui est j'imagine que suivant la taille, suivant la demande, il y a des durées différentes, mais en gros, est-ce qu'il y a une moyenne sur un projet? On y travaille 1 mois, 2 mois, 6 mois? Alors, c'est deux choses différentes. La conception, ça peut durer 6 mois, 8 mois. La réalisation, ça peut durer de 2 mois à 1 semaine. Il y a des formules plutôt adaptées, par exemple, à une petite clientèle qui n'a pas forcément les moyens. C'est la formule relooking, avec 3 francs 6 sous et 4 bouts de ficelle et 2-3 bonnes recettes. Tu arrives à donner l'impression que tu as changé ton commerce, alors que tu as fait qu'adopter des bonnes solutions pour que le client ne paye pas trop cher, quoi. C'est ça aussi. Un commerce qui est joli et un commerce qui marche, eh ben c'est une pub qui circule pour toi. Hein. Tout à fait. On n'a qu'un intérêt que les commerces qu'on fait marchent. Et techniquement, on fait la fresque dans son atelier et on l'amène sur place, ou alors on vient faire la fresque carrément sur On place? peut faire les deux. C'est les deux? On peut faire les deux. Soit tu peux faire ta fresque sur toile à l'atelier, la rerouler et la redéplier là-bas et la recoller. Soit tu peux faire sur toile ou sur craft. Soit tu la fais directement sur place. Ça dépend les hauteurs, ça dépend le temps d'intervention qui t'a imparti. Si toi tu as 2 jours pour faire 15 fresques, t'as intérêt à s'amener tout préparé, quoi. Et là aussi, est-ce qu'il y a il y a des tendances, il y a une mode, est-ce qu'il y a des choses qu'on fait, et puis 2 ans après, c'est autre chose? Ça fait un moment que le style, comme je t'ai dit, il est épuré, industriel, et puis le style est un petit peu en immersion totale, tu vois, quand tu fais un resto italien, on a fait le Romantica. Ouais. Alors, ce soir... Non, pas ce soir. La semaine dernière, la semaine dernière, c'était l'inauguration. Voilà, Romantica, par exemple, c'est vers Châteaucreux, c'est la rue d'Enfer Rochereau. Tu plonges dans un décor avec un mur de briques éclaté, la représentation du Colisée, des détails de la fontaine de Trévis, la Louve. Et j'ai envie de vous dire, si on fait un restaurant qui s'appelle le Romantica, dans le mot il y a Rome, donc on est obligé de faire des choses qui nous ramènent à Rome. Et puis quand tu connaîtras les clients... On peut pas faire le Vésuve. Voilà, non mais quand tu connaîtras les clients, c'est des vrais Italiens et c'est chaleureux. Les clients ou les patrons? Les patrons, excuse-moi, les patrons. Bah, les clients ont pas mal d'Italiens. Alors c'est un chouette lieu. Alors ça doit être un des rares endroits italiens où tu fais pas de pizza. Ah ouais? C'est un peu comme on avait fait la déco de Divoglia aussi. Ouais. Donc là-bas c'est pareil, c'est resto fine. Philippe, il est content parce que c'est son cousin. Ah bon? Ouais. Excellent. Ah ben je vais te faire une liste de tous les commerces que j'aime bien. Si vous voulez manger de la bonne cuisine italienne. Non mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Quand on est dans la création, j'ai envie de dire, est-ce qu'on va s'influencer, on va voyager, on va aux États-Unis, on va au Brésil, on va voir un peu ce qui se passe ailleurs? Oui, c'est ce que je dis à mon comptable. Si je pars 15 jours aux États-Unis, c'est professionnel. Mais les filles sont pas comprises. Ah non, mais il est bien marié. Non. C'est vrai que chacun de tes voyages, t'apporte déjà... Tu te reposes dans ta tête et puis tu apportes une ouverture d'esprit. Et de temps en temps, on a besoin de s'oxygéner parce que tu tournes sur les mêmes choses. Comme nous, on en fait toujours des fresques. Tu arrives à un moment où tu as besoin d'une nouvelle impulsion. Ça peut être une rencontre avec une personne. Je prends souvent des jeunes en stage, même des jeunes qui ont 16, 17 ans, 18 ans en stage. Ils arrivent à m'apporter quelque chose, un petit coup de taser de temps en temps. Allez, on va faire notre seconde pause musicale. Alors, juste une question aussi. Vous avez choisi Marche à l'ombre, c'est normal, il y a du soleil. Avec Renault, pourquoi Renault? C'est des souvenirs, c'est les années 80. C'est l'époque mobilette. C'est la mobilette. C'est la mobilette et le blouson noir. La mobilette. Allez, on écoute Renault, on revient pour la dernière partie avec David Julliard. Volkswagen qui l'avait garé comme une loque devant mon rad. J'ai dit à Bob qui était au flip, viens voir le mariole. Jean-Charles vous présente les 60s avec Vicky sur Loire FM le mardi à 11h. On y va pour Dactylo Rock? Ouais. Un retour dans Mes meilleures années, la seconde, la troisième partie. Alors, on a parlé de Renault, on a parlé des mobilettes et vous avez une anecdote extraordinaire à nous raconter.
une aventure, un voyage en mobilette jusqu'à Naples. Est-ce qu'on peut avoir un peu des... Faites-nous rêver. Oui, alors. Nous qui sommes comme cloués sur notre canapé. Comme je t'ai dit, à dire, ça fait bizarre. Mais avec un copain, on devait s'ennuyer. On a fait un pari à la con. C'était l'année des JO d'Athènes. On s'est dit, on s'emmerdait en hiver. 92, non? Non, Athènes. 2002, 2004. C'est moins vieux. Athènes, je sais pas. On s'est dit, on va prendre une mobilette avec un extincteur, on va aller éteindre la flamme olympique. Alors, on s'est dit ça. Bon, on a vraiment rien à faire en hiver. Hein. Donc, notre voyage, finalement, s'est transformé parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait traverser à Bari pour aller à Athènes ou passer par les pays de l'Est. Donc, on a opté pour la petite version. Et la petite version, c'était aller livrer une pizza napolitaine à Naples. Voilà, c'était ça notre leitmotiv. C'était un défi, donc. On a acheté 2 mobilettes chez Tolo. Il a vu arriver deux trentenaires. Il a dû nous prendre pour des, pour des gentils doudingues. Et on a équipé les mobilettes avec des poubelles. Enfin voilà, on est parti, mais sans rien calculer, sans rien préparer, puisqu'on était tous les deux dans notre job à fond. Et puis on s'est rendu compte qu'avec une mobilette, tu fais beaucoup de bornes. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure de notre périple, puisqu'on avait quand même quelques points de chute. On avait un point de chute à Valoris, on avait un point de chute à Avignon, on avait un point de chute à Florence. On s'est rendu compte qu'une journée, on avait fait 280 bornes, l'autre journée, on avait fait 300 bornes. C'est-à-dire que dès le deuxième jour, on traversait, on était en Italie, à Ventimiglia. Et puis, pas un seul problème sur la mobilette. Enfin, une crevaison, c'est pas un problème. Voilà, et en une semaine, on était vers Arche, chez un client à moi, quoi, entre Rome et Naples. C'est-à-dire qu'on s'était arrêté à Florence, on s'était arrêté à Rome, on dormait, on montait une tente dans un comment on appelle ça, dans un verger d'olivier. On se prenait pas la tête, et chaque moment était une aventure, quoi. Et vous aviez 33 ans. J'étais pas jeune. Ouais. Mais c'est le... Alors... Quel était le regard des gens quand ils vous croisaient ? Les Italiens, c'est ce qui m'a fait aimer l'Italie, ils sont super avenants. Dès que tu leur parles d'euros, les Italiens, ils ont tous un Vespa, ils sont même à conduire, c'est-à-dire que quand il y a un euro, les Italiens, ils font attention à toi. Comme eux-mêmes sont conducteurs de roues. Alors, c'est vrai, quand il y a une route pour 2 voitures, en Italie, à 3 voitures, ça passe. Ils s'affolent pas parce que ça passe. Voilà. Mais on a trouvé que des gens avenants. Et puis comme on était un peu, pas déguisés, mais comme nos mobilettes étaient rouges et roses, elles attiraient un petit peu la vue. Et que des mobilettes, t'en as pas là-bas en Italie. Donc souvent, les gens venaient nous parler, nous donner des pastèques, des machins, nous payer à boire. Voilà, il y avait un gros capital sympathie avec ça, quoi. Voilà, on s'est fait rembarrer par les carabinieri. Enfin, on a dû prendre un morceau d'autoroute parce qu'on n'arrivait pas à rejoindre Florence. Donc, on a pris la Superstrada à un petit moment donné. Donc, une grosse infraction. 50 km/h sur la Superstrada. Mais on était fatigués. On ne trouvait pas la route. Donc, on a fait semblant de ne pas savoir qu'il ne fallait pas prendre la Superstrada, quoi. Voilà, Donc, un bon souvenir. Mais super. Alors, à 8h30, 9h, tu dors. Ah bah oui. Tu crois que tu vas faire la fête en Italie ? Tu fais pas la fête en Italie parce que tu t'es levé à 7h du matin ou 6h du matin et tu as roulé 12 heures. Pour tout ce qui était benzine, tout ce qui était essence, comment vous faisiez essence, tu prends ton essence normale et puis on a un bidon d'huile de temps. J'avais un verre doseur, toujours prêt à être dosé, et on dosait nous-mêmes nos trucs parce que là-bas t'as pas de pompe de temps. C'est pour ça que je pose la question. Ça c'est rien à faire. Tu fais alors selon ton niveau de fatigue, tu navigues entre 2 et 5% d'huile selon tes pleins, et ça consomme rien de mobilette, hein. En tout cas, David, si vous aimez les voyages en Italie, moi j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous caler sur Loire FM à partir du 7 juillet pour écouter Mon Italie à moi, où on va parler de café cette année. On va parler des Brigades Rouges, on va parler de la Fiat 500, on va écouter des chansons des années 80, des chansons récentes, et on va faire un beau voyage tout l'été, tous les samedis à midi, et puis le jeudi à 18h. Si je regarde mon directeur des programmes, il a l'air d'être d'accord, donc c'est bon. On ne peut pas s'empêcher de parler de Saint-Etienne et de parler de football. De football. Ah, est-ce que David, est-ce qu'il y a des choses au niveau des fresques qui se sont faites, ou des projets avec les Verts, avec tout ce qui est ce milieu un peu sportif, c'est pas bien de dire publiquement, mais j'ai un bon projet. Il faut mettre les angles, arrondir les angles. Voilà, j'ai un bon projet que j'ai envie de mettre en place avec. Alors je sais pas si c'est la ville ou la SS ou le club, je sais pas, mais
Je trouve qu'à Saint-Étienne, on a un tel savoir-faire finalement que le club, les Verts, ne sont même pas encore assez mis en avant. On a un joli stade, mais on devrait avoir des choses extraordinaires par rapport à notre savoir-faire régional. Voilà. C'est-à-dire, préciser. Ouais, Ah, vous êtes lancé. Non, mais il faut crever l'abcès. Mais peut-être. Parce que les bonnes idées, il faut des fois les garder un petit peu pour pas se les faire gauler par quelqu'un d'autre. Tu vois. Et ouais, Ouais, Directeur je de programme comprends. et de bons conseils. Non, je Là, pense- il a lancé une piste. Voilà, Non, là, j'ai planté une petite graine. Mais je pense qu'il Ouais. faut rester. Maintenant que je l'ai discretos. planté, j'ai entendu ma voix en train de le dire et je vais être obligé de moi-même pousser un peu le bouchon un Alors, peu plus loin. on va inverser les choses. Vous êtes donc sur une idée de projet. Est-ce que c'est quelque chose qui est seulement dans votre tête ou vous avez commencé à ouvrir des brèches, aller voir des gens Voilà, pour la j'ai concrétiser? Voilà, j'ai commencé à prendre des contacts. Ouais. Est-ce que ces contacts, je sais pas s'ils sont bons, sont pas bons. Ouais. Tu sais, quand es un petit artiste dans ton petit atelier, tu connais pas. Ah, m'en parlez pas parce que quand on est un petit tout court, c'est vachement difficile. Voilà, Quand on est artiste, encore plus. Tu sais quoi, j'ai même pas j'ai pas mes entrées dans le stade. Enfin, je suis abonné, hein, bien sûr, Ah ouais. mais je suis dans les copes. Je suis pas. Mis à part les restos que j'ai fait, j'ai pas mes entrées spéciales, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça va être même pas la conception qui va être difficile à faire, c'est la mise en place. Avoir les autorisations, Non, même pas. même pas, parce qu'une fois que le projet est lancé, les autorisations, tu peux les avoir. C'est plutôt le réseau pour présenter un projet aux bonnes personnes, quoi. Et ça serait un projet qui ferait rayonner l'esprit stéphanois, l'esprit vert Oui. au-delà de Saint-Étienne. C'est l'objectif. Ouais. C'est l'objectif. Ouais. Un chouette truc, voilà. Je trouve qu'à Saint-Étienne, par rapport à ce qu'on sait faire, on est timide. Alors, il y a des artistes qui me font plaisir, comme tu vois ce que font Ella et Pitre, les géants, tu vois, du land art. C'est une vague de fraîcheur extraordinaire. Ils dépoussièrent complètement le monde artistique, quoi. Et je trouve que si tu as cette démarche-là, faut casser un peu les codes et les barrières qu'on se met nous-mêmes. Je trouve qu'on est à Saint-Étienne, en France d'une manière générale, on est vachement timide dans le milieu artistique, quoi. Et puis dans le milieu déco aussi. Dans toute la France ou il y a des régions? Non, c'est une attitude française. Quand Ouais. tu vas au Canada, par exemple, ils sont aux États-Unis, ils sont des fois ça frôle le mauvais goût, hein, mais ils sont déverrouillés, quoi. Il n'y a pas de, bien sûr, il n'y a pas les bâtiments de France là-bas qui te guident dans un tunnel à suivre, quoi. Mais c'est pas un peu l'esprit aussi du jour, c'est qu'on s'auto-censure parce que maintenant, dès qu'on dit quelque chose ou qu'on fait quelque chose, il y a des retombées tellement négatives qu'on Non. n'ose plus rien faire. Non, mais c'est pas tendancieux, ce que je veux dire, c'est simplement artistiquement, je trouve qu'on se bloque. Il y aurait tellement de murs à peindre, il y aurait tellement de quartiers à embellir avec des quartiers colorés. Alors nous, à Saint-Étienne, c'est la couleur. C'est soit tu rénoves un bâtiment, il faut Ben, il y a des retrouver les normes. pierres. Il y a des normes, hein. Oui. Il y a 2-3 couleurs, je crois, dans les. Oui, c'est sur les ça, façades. ouais. Il y a 10 ans, c'était l'époque du jaune. Ouais, tout Il à fallait fait. que ça soit ocre jaune ou jaune. Voilà, tu casserais un petit peu, tu pourrais déclarer un quartier coloré. Voilà, tu dirais, cette zone, c'est une zone qui a droit à la couleur. Ouais, mais là, on arrive toujours dans le même problème, c'est que vous allez avoir 50% qui vont dire c'est génial et il y a 50% qui vont dire oh, c'est horrible, il faut pas qu'on fasse une façade orange, pas une façade rose. Non, mais après, tu peux te donner quelques règles de base, si tu Ouais. veux. Tu sais que selon les régions, tu mets telle tuile, tu mets Tout à telle fait. ardoise. Bon, ça, c'est bien d'avoir une trame générale, mais ça serait bien aussi d'ouvrir. Je pense que ça serait bien d'ouvrir un petit peu. C'est bien de garder l'homogénéité, mais l'homogénéité, elle serait peut-être mise en valeur, justement, si tu avais des niches un petit peu colorées, quoi. Ça, c'est Non, que mais mon- c'est- c'est que mon point de vue. C'est une hein. idée qui pourrait être sympa, un quartier, Voilà, un quartier un peu différent. mais t'as des quartiers, au lieu, c'est soit tu les démolis, soit tu les rénoves. Si tu les rénoves basiquement, dans 5 ans, ils seront dans le même état qu'ils étaient. Soit tu peux faire réapproprier des quartiers par les personnes qui les habitent, quoi. Attention, hein, ce que je dis, ça bascule politique, attention. Non, mais on est dans l'artistique, là, on n'est pas Voilà, dans dans la politique, hein. l'artistique, voilà. Après, c'est bien d'avoir des idées, de les confronter et puis de les faire évoluer, pardon. Non, mais enfin, à Saint-Étienne, t'as plein d'artistes. Ah ben, il paraît qu'on est une des villes où il y a le plus d'artistes en T'as France. plein d'artistes. Est-ce que il y a plein d'artistes qui demandent qu'à s'exprimer? Alors bien sûr, il y a le nerf de la guerre, il y a l'argent. Je parle pas de subvention, hein, mais gagner sa vie en faisant ce qu'on aime. T'es bien placé pour savoir que des fois ça peut être possible. Voilà. Ah, il paraît qu'il y en a qui se font payer pour leur travail. Ouais, il paraît. Voilà. Ouais, mais
On en revient toujours à la même chose. Moi, j'ai une valeur qui est essentielle, c'est le plaisir. De notre côté, dans notre job, il est à 100%. Il y a tellement de morts qui sont riches. Ouais, mais là, on est à 100%. Alors, ça fait 21 ans que je suis à mon compte, donc c'est vrai que on est toujours soucieux d'avoir une... Oui, mais vous êtes dans une niche aussi quand même. Il y a du monde. Hein. Ouais, quand même, il y a de la Il y a concurrence. beaucoup de... Bah non, oui et non, parce que c'est la concurrence, finalement, c'est les gens que j'ai formés, puisque c'est une attitude que j'ai depuis une quinzaine d'années. Donc un rôle de pérenniser l'art un peu, et puis de faire découvrir patriarche un peu. Ouais, paternel, patriarche, oui, trop de catéchisme peut-être. Où j'ai formé pas mal de personnes, tu vois, et puis tu les retrouves maintenant, ils sont épanouis, et puis ils sont balèzes, quoi. Ils sont balèzes. Et ça se passe comment justement sur des chantiers? Alors il y a pas de concurrence, vous disiez? Disons qu'on a chacun nos réseaux et on sait chacun où est notre place. Voilà. Et puis on sait peut-être un peu ce qu'on sait faire le mieux et peut-être le moins. Oui, voilà, on sait. Et puis comment on a des interactions de réseau, c'est-à-dire que si j'arrive, c'est un client, c'est mon client habituel et lui il est appelé par un autre fournisseur, on va se retrouver sur le même chantier et puis on discute pas longtemps pour savoir qui s'efface et qui s'efface pas, quoi. Mais quand dans la région vous êtes en concurrence, vous parliez tout à l'heure de jeunes que vous avez formés, il n'y a jamais quelqu'un qui vient de l'extérieur aussi vous être en concurrence avec vous aussi? Si, bien sûr. Il y a plein de personnes qui savent faire, mais c'est vrai que sur Saint-Étienne, c'est pas un monopole, hein, mais à Saint-Étienne, on arrive à proposer. Alors, je connais pas les noms des autres personnes, hein, mais il y a quand même plein de décorateurs et il y a plein d'artistes qui font des super choses. Voilà. Appliquées au commerce, appliquées aux villes ou appliquées aux particuliers. On croit souvent, je connais pas leur nom, mais on croit souvent des jolis trucs, quoi. Et techniquement, est-ce qu'il y a des choses que vous ne savez pas faire et que vous sous-traitez? Vous prenez le chantier. Je réfléchis là. Hein. Vous prenez le chantier, vous dites ça, je vais pas réussir à le faire, je vais le sous-traiter à mon collègue ou à un ami ou à un jeune que j'ai formé. Ouais, toute la partie informatique là, je maîtrise pas. Parce qu'il y a une partie informatique dans la fresque? Non, quand tu fais un projet et que tu veux faire une 3D. Ah d'accord. Du lieu où tu veux faire une représentation de ta fresque, Illustrator, tout ça. En gros, faire voir le résultat final avant qu'il soit fait, quoi. Ouais, alors moi j'en fais très peu des maquettes, mais des fois il y en a besoin, donc ça j'arrive à le sous-traiter, mais tout le reste, le faire, le manuel, je suis obligé de souder, meuler, tailler, couper du bois, peindre, projeter, peindre le pistolet, tout ça là, il faut que je participe. J'ai une question qui me vient. Est-ce qu'il arrive qu'on se plante? Que ce qu'on a réalisé, c'est pas joujou? Alors, c'est pas comme ça. C'est plutôt, de temps en temps, tu as un sentiment d'insatisfaction. Ouais. Des fois, tu es satisfait. Et des fois, tu as un sentiment mitigé. Alors, on va dire que 9 fois et demi sur 10, allez, 9 fois 9 sur 10, les clients sont soit contents, soit super contents, soit très, très super contents. Voilà. Et de temps en temps, un client, rarement un client est moyennement content. Mais un client braqué, j'ai pas le souvenir d'en avoir. Alors peut-être que j'en ai eu un, mais il me l'a pas dit. Il me l'a pas dit ou il l'a dit à quelqu'un d'autre. J'ai pas le souvenir d'avoir un client vraiment mécontent. Qu'est-ce qui se passe si ça vous plaît pas à vous, ça plaît pas au client? On balance un coup de blanc et on recommence? Ça arrive. Ça arrive. Des fois, j'ai balancé le coup de blanc. Mais j'ai pas recommencé, c'était juste pour dire au client, écoutez, je vous donne, je vous remets blanc et puis on n'en parle plus. Ah ouais. Non, c'était, il y a des, tu sais, tu croises beaucoup de monde, il y a des clients qui sont spéciaux des fois. On croise de tout, c'est évident. Ils disent la même chose de l'artiste aussi, il y a des artistes qui sont spéciaux. C'est quand ils disent l'autre con, c'est ça? L'autre con, oui. l'autre grand con. Le sentiment d'insatisfaction, c'est plus le tien, parce que tes clients, ils seront, la plupart du temps, tu réponds à ce qu'ils te demandent. Mais toi, si tu fais 5-6 fois la même chose, des choses qui se ressemblent, à un moment donné, tu vas avoir besoin d'autre chose. Dernière question technique avant de terminer. Quand on fait une rénovation ou qu'on rafraîchit, est-ce qu'on repasse de la couleur sur son dessin ou alors on refait tout, on recommence tout à zéro? Tu peux faire les deux. Ouais. Tu peux faire les deux. Il y a pas une fresque, elle est pas figée dans le temps. Tu peux reprendre un petit bout, tu peux tout reprendre. Voilà. Et alors, avant que ça coupe. Oui, mais bien sûr, on a toujours la question pour le dernier mot. Non, juste un petit remerciement parce que j'ai parlé. Ça fait 21 ans que je suis à mon compte. Alors, je tiens vraiment à remercier mes parents. Ah, je crois que c'était moi, mince, je suis déçu. Je te remercie, Gilles aussi. Mais je remercie tout le monde. Tous mes clients, je remercie. Mais alors, donc, tu remercies tes parents mes parents. Alors, pourquoi mes parents? Parce que mon père sait tout faire. Ouais.
déjà, et il est 100%, allez, on va dire 400% disponible pour moi. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de l'année, ça, c'est bien. et il est toujours là pour me donner un coup de main. Et en plus, il sait tout faire. Bon. Et ma mère, elle gère extrêmement bien, et c'est elle qui m'a poussé à me déclarer à la Maison des Artistes. Et j'ai beau avoir l'âge que j'ai, mes parents, ils sont encore là et ils sont encore disponibles pour moi. En tout cas, David Julliard, merci beaucoup d'être venu dans les studios de l'Or FM. On a découvert un autre univers, ça nous change un peu des romans et des politiques. La semaine prochaine, on se retrouve avec le député qui sera Jean-Michel Miss. On parlera de politique, on parlera des 1 an de pouvoir de M. Macron, notre président. Et puis, toute la semaine, vous écoutez l'Or FM sur le 100.9. Et puis, encore une fois, merci David d'être venu nous voir. Merci Gilles. Et merci Philippe. Et merci Philippe, et merci tout le monde. Et puis, bon après-midi pour la rediffusion. C'est jeudi, on finit avec Deep Purple, Smoke on the Water. Yes. Goodbye.